400 tonnes de riz chaque jour. Voilà ce que promet désormais une nouvelle usine à Kadogo au Burkina Faso, construite non pas grâce à l'aide étrangère ni avec les restes du colonialisme, mais par le courage d'une femme milliardaire qui a commencé avec seulement 300 francs et sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Mais laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi un continent qui possède plus de fleuves que l'Europe, des terres plus fertiles que l'Amérique, a-t-il été contraint pendant des décennies d'importer le grain même qui pousse dans son propre sol? Pourquoi a-t-on dit à nos mères que le riz venu d'Asie était supérieur, tandis que leurs enfants mouraient de faim à l'ombre de l'abondance? Ce soir, nous ne faisons pas face seulement à une histoire de nourriture, mais à une histoire de pouvoir, de dignité, de destin. Restez avec moi car cette vérité va vous secouer. Et avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner car ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas simplement de l'actualité, c'est l'histoire qui s'écrit sous vos yeux. Depuis des décennies, l'Afrique se noie dans ce que j'appelle la faim cachée. Pas seulement la fin des assiettes vides, mais la fin de la dépendance, la fin de l'humiliation, la fin de voir chaque année des milliards de dollars quitter nos rivages pour acheter du riz venu de terre situé à des milliers de kilomètres. Pensez à ce chiffre un instant. Des milliards qui s'évaporent alors que des sols fertiles dorment sous le soleil du Sahel. Des milliards qui auraient pu bâtir des écoles, des hôpitaux, des routes. Et pourtant, année après année, des navires chargés de riz étrangers accostaient dans nos ports, tandis que des paysans africains restaient là avec leurs mains calleuses et le cœur brisé, à qui l'on disait que leur riz était trop rugueux, trop petit, trop indigne pour les marchés de leur propre peuple. Vous souvenez-vous du goût du riz sur la table de votre grand-mère? Certains d'entre vous dans la diaspora se rappellent d'un repas du dimanche où l'on étirait le riz avec des haricots ou des lentilles pour nourrir beaucoup de bouches. Pour d'autres, le riz était rare, acheté dans de petits sachets et précieusement gardé. Imaginez alors une grand-mère au Burkina Faso qui, après 40 ans, goûte pour la première fois son propre riz blanchi et emballé dans son propre pays. Elle porte une cuillerée à sa bouche et murmure « Alors c'est le nôtre ». Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une révolution. Mais voici le paradoxe qui devrait nous faire réfléchir. L'Afrique détient 60% des terres arables du monde, plus de fleuves que l'Europe, plus de soleil que l'Amérique du Nord, et pourtant on nous dit d'importer du riz de Thaïlande, du Vietnam, de l'Inde. Pourquoi? Qui a décidé que nos terres n'étaient pas assez bonnes pour nourrir notre peuple? Qui a profité du mensonge selon lequel le riz étranger était plus propre, plus blanc, plus prestigieux, tandis que nos villages étaient privés d'investissement? Ibrahim Traoré a déclaré ouvertement que le Burkina Faso ne mendierait pas la nourriture qu'il peut cultiver. Mais soyons honnêtes, combien de dirigeants africains avant lui ont osé remettre en cause cette dépendance? Combien se sont contentés de sourire lors de signatures d'accords commerciaux, pendant que leur nation exportait du coton brut, du cacao brut, du café brut, pour ensuite importer les produits finis 10 fois plus chers? Et combien d'entre nous dans la diaspora ont accepté cela comme normal, hochant la tête, sans jamais élever la voix? La faim cachée ne se trouve pas seulement dans les villages d'Afrique de l'Ouest. Elle habite l'esprit de chaque enfant africain qui voit son continent riche en sol et en eau, mais pauvre en pain et en dignité. Elle vit dans la mémoire de chaque ancêtre qui nourrissait jadis des empires avec du mil, du sorgho, du riz et du maïs, mais dont les descendants font aujourd'hui la queue pour des sacs importés estampillés de marques étrangères. Dites-moi, cela ne brûle-t-il pas votre cœur? Cela ne vous pousse-t-il pas à demander comment avons-nous pu laisser faire cela? Laissez-moi vous peindre une scène. À Ouagadougou, un paysan nommé Issa travaille sa terre avec une houe empruntée. Il cultive du riz, mais année après année, le marché le rejette. Il le vend à moitié prix à des intermédiaires qui ensuite inondent son village de riz importé. Ses enfants mangent des grains étrangers, tandis que ses propres sacs pourrissent dans le grenier. Voilà l'insulte de la faim cachée. Ce n'est pas que l'Afrique ne puisse pas se nourrir elle-même. C'est que l'Afrique s'est laissé dire qu'elle ne devait pas le faire. Et pourtant, dans l'ombre de cette insulte, quelque chose a changé. Avec la nouvelle usine de riz à Kadogo, la récolte d'Issa aura désormais un débouché. Elle sera nettoyée, polie, emballée et vendue sur ses propres marchés. Pour la première fois, il ne verra pas son riz se décomposer. Il le verra dans les boutiques, sur les marchés, sur les tables de son propre peuple. Cette transformation n'est pas seulement économique, c'est une guérison, c'est la justice, c'est la dignité. Alors, je vous le demande, où que vous soyez d'Atlanta à Accra, de Kingston à Kinshasa, si l'Afrique a la terre, l'eau, le travail et la volonté, pourquoi devrait-elle continuer à mendier si vos ancêtres ont jadis nourri des empires? Pourquoi accepteriez-vous le mensonge selon lequel l'Afrique doit importer pour survivre? Et si Ibrahim Traoré peut se tenir au Sahel et déclarer « Nous ne mendierons plus », alors que déclarerez-vous dans votre propre maison, dans votre propre cœur? Si vous croyez avec moi que l'Afrique peut se nourrir, elle-même, pas demain, pas en théorie, mais dès maintenant, alors faites entendre votre voix. Commentez Amen, non pas comme un rituel, mais comme un témoignage. Car l'histoire n'est pas écrite par ceux qui se taisent. Elle est écrite par ceux qui disent Amen à la dignité de leur peuple. Elle s'appelle Mamounata Bazga Velegda, bien que certains la nomment simplement Mamounata Baza.
Elle n'est ni politicienne, ni soldate, ni dirigeante d'une banque internationale. Elle a commencé sa vie avec rien d'autre que 300 francs en main, moins d'1 $ américain, et la détermination d'une femme qui refusait de plier devant le destin. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, portait son petit plateau de galettes et parcourait 15 km jusqu'au marché. 15 km sur des pieds couverts d'ampoules, 15 km avec l'espoir et l'épuisement noués comme une corde. On lui disait que le succès n'était pas fait pour les femmes, que le grand commerce appartenait aux hommes. Et pourtant, elle a vendu, elle a économisé, elle a grandi. De la farine de maïs aux haricots, du sésame au riz, chaque grain qu'elle touchait se multipliait jusqu'à ce que son petit étal devienne un commerce florissant et que son commerce devienne une entreprise. Aujourd'hui, cette entreprise a construit la plus grande usine de transformation du riz en Afrique, s'élevant à Kadogo comme une cathédrale de souveraineté. 400 tonnes de riz par jour peuvent désormais être blanchies, emballées et placées entre les mains de son peuple. Quand vous y entrez, vous ne voyez pas un étal de marché. Vous voyez des machines brillantes importées non pas comme symbole de dépendance, mais comme outil de libération. Vous voyez des jeunes hommes et des jeunes femmes les faire fonctionner avec fierté, sachant que leur labeur ne nourrit pas une terre étrangère, mais la leur. Mais voici le secret que le monde ne veut pas que vous entendiez. L'ascension de Mamounata n'est pas seulement une histoire de commerce, c'est une menace pour le système. Pendant des décennies, le récit était que les femmes africaines pouvaient être commerçantes, petites vendeuses dans des marchés poussiéreux, mais jamais des industriels. Jamais des milliardaires capables de bouleverser l'équilibre du commerce mondial. Le récit était que la richesse de l'Afrique devait toujours s'écouler vers l'extérieur. Et pourtant, voici une femme qui a bâti un empire assez solide pour retenir la valeur chez elle. Et derrière, elle se tient un président Ibrahim Traoré, qui refuse de la laisser marcher seule. Ne voyez-vous pas pourquoi son nom est entouré de silence dans les médias étrangers? Pourquoi les journaux à l'étranger ne la célèbrent pas comme ils le feraient pour une femme milliardaire à la Silicon Valley ou à Paris? Parce que son succès n'est pas du divertissement, c'est une rébellion. Une rébellion contre un ordre mondial qui insiste pour que l'Afrique demeure éternellement fournisseur de grains bruts, jamais propriétaire du produit fini. Une rébellion contre un système qui redoute la vue de femmes debout aux côtés des présidents façonnant des économies, non pas avec la charité, mais avec l'industrie. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie concrètement. Des centaines de jeunes au Burkina Faso trouveront désormais un emploi direct dans son usine, et des milliers d'autres en bénéficieront indirectement. Les paysans qui vendaient autrefois leur riz pour quelques centimes auront maintenant un marché stable. Des chauffeurs de camions transporteront le paddy jusqu'à l'usine. Des détaillants distribueront le riz emballé sur les marchés. Des exportateurs verront des opportunités s'ouvrir au-delà des frontières. Ce n'est pas seulement la richesse d'une femme, c'est une rivière de prospérité qui s'écoule vers des villages longtemps oubliés. Et pourtant, à huis clos, des murmures circulent. Les exportateurs de riz d'Asie, les financiers du FMI, les responsables du commerce en Europe, tous savent ce que cette usine représente. Si une seule femme peut passer de 300 francs à 5 milliards de dollars de puissance industrielle, quelle excuse reste-t-il aux autres dirigeants africains? Si une usine à Kadogo peut perturber des milliards de dollars d'importation, combien d'usines pourraient renverser le système tout entier? Voilà pourquoi on ne prononce pas son nom. Voilà pourquoi on préfère le silence. Mais le silence n'arrêtera pas le battement du tambour. Dans les églises, à travers la diaspora, dans les mosquées de Bamako, dans les foyers de Kingston et de Chicago, l'histoire de Mamounata se répand. Elle n'est plus seulement une femme d'affaires. Elle est une reine noire, couronnée non pas d'or mais de dignité. Elle rappelle que les femmes africaines ont toujours porté des nations par les marchés, par les champs, par l'éducation des enfants, et qu'elles porteront désormais aussi l'industrie. Alors je vous le demande à vous qui regardez maintenant, qui sont les femmes de votre vie qui portent ce même feu? Qui sont les femmes de votre communauté qui méritent d'être élevées, célébrées, qui méritent qu'on leur donne la chance de bâtir comme Mamounata a bâti? Écrivez leur nom dans les commentaires. Écrivez le nom d'une femme en qui vous croyez une femme capable de changer votre nation. Que le monde voit que Mamounata n'est pas seule qu'à travers la diaspora et à travers l'Afrique, des millions de sœurs sont prêtes à se lever. Car au fond, le secret n'est pas seulement le sien. Le secret est le nôtre. Lorsque les femmes africaines sont libres de bâtir, elles ne bâtissent pas seulement des entreprises, elles bâtissent des nations. L'histoire du riz au Burkina Faso aurait pu s'achever dans le silence comme un investissement parmi tant d'autres, comme une usine de plus. Mais au moment où les portes de l'usine de Kadogo se sont ouvertes, les géants du monde ont commencé à s'agiter. Le Fonds monétaire international a murmuré ses doutes. La Banque mondiale a haussé les sourcils. Des ministres du commerce en Europe et en Asie ont parlé à voix basse de déstabilisation. Comment un petit pays sahélien pouvait-il oser défier un système d'importation valant des milliards de dollars par an? Comment Ibrahim Traoré, un capitaine à peine trentenaire, pouvait-il défier des règles écrites bien avant sa naissance? Il ne fallut pas longtemps avant que la première délégation n'arrive. Des hommes en costume sombre ont atterri à Ouagadougou, porteurs de dossiers remplis de graphiques et d'avertissements. Assis face à Traoré, ils lui ont expliqué que la souveraineté alimentaire était irréaliste, que l'économie du Burkina Faso ne pouvait pas survivre sans céréales étrangères, que construire la plus grande usine de riz d'Afrique était une folie.
Imaginez leur visage lorsque Traoré s'est penché en avant et leur a répondu. Ce qui est fou, c'est de laisser notre peuple mourir de faim alors que nos terres sont riches. Mais la pression ne s'est pas arrêtée là. D'Asie est venue la panique silencieuse des exportateurs. Pendant des décennies, des navires avaient quitté leurs ports vers l'Afrique, transportant du riz par millions de tonnes. Désormais, ils entrevoyaient un avenir où ces navires reviendraient à moitié vides. Dans les coulisses des lobbies, exigeaient une réaction demandant aux alliés occidentaux de contenir cet expériment. N'est-ce pas étrange? Quand l'Europe subventionne ses agriculteurs, on appelle cela de la stabilité. Quand l'Amérique protège son agriculture, on appelle cela de la sécurité. Mais quand l'Afrique construit une usine pour transformer son propre grain, on appelle cela une déstabilisation. Dites-moi qui déstabilise vraiment le monde, celui qui se nourrit lui-même, ou celui qui insiste pour maintenir les autres dans la faim. Sur le terrain, à Kadogo, le contraste ne pouvait pas être plus frappant. Tandis que les diplomates s'inquiétaient, des milliers de Burkinabés se rassemblaient pour assister à l'inauguration de l'usine. Les femmes portaient des pagnes éclatants, les tambours résonnaient dans la nuit, les enfants dansaient en rond, leur rire s'élevant comme de la fumée dans le ciel sahélien. Pour eux, ce n'était pas une statistique, c'était la survie, c'était la fierté, c'était la preuve que leur nation pouvait se tenir debout sans se courber devant quiconque. Dans cette foule se trouvait une paysanne nommée Mariam. Pendant des années, son riz avait été rejeté comme indigne, vendu pour une bouchée de pain ou laissé à pourrir dans le grenier. Ce jour-là, elle tenait un sac de riz estampillé, produit au Burkina Faso. Elle pleurait en le serrant contre sa poitrine. Pour la première fois, disait-elle, je sais que mes enfants mangeront ce que j'ai cultivé. Ce moment pesait plus lourd que tous les graphiques présentés dans les salles de conférence. Mais les géants ne se sont pas retirés. Des rapports ont fuité sur des responsables du FMI, envisageant de nouvelles conditions pour de futurs prêts, réduire les subventions à l'agriculture locale, limiter les usines de transformation, maintenir les frontières ouvertes aux importations. Pour eux, la souveraineté était dangereuse. Pour Traoré, la souveraineté était sacrée. Alors, il a fait ce que peu de dirigeants osent de faire, il s'est tenu devant les caméras avec Mamounata à ses côtés et a déclaré « Nous ne mendirons plus. Nous allons cultiver, transformer et nous nourrir nous-mêmes. » La salle a tremblé à ces mots. Partout en Afrique, des millions ont regardé. À Nairobi, de jeunes militants ont rejoué l'extrait scandant « Si le Burkina Faso peut, pourquoi pas nous ?» À Accra, des commerçants demandaient « Quand nos dirigeants suivront-ils ?» À Bamako et à Niamey, des anciens hochaient la tête, murmurant les noms de Sankara et de Lumumba. Quelque chose était en mouvement, quelque chose que les géants ne pouvaient ni mesurer par des graphiques, ni étouffer par des menaces. Pourtant, soyons lucides, cette défiance comporte des risques. Que se passera-t-il lorsque les prêts seront suspendus, lorsque les marchés seront manipulés, lorsque les murmures de déstabilisation se transformeront en sanctions? C'est l'épreuve du courage de Traoré, et c'est aussi la nôtre. La diaspora le laissera-t-elle porter seul ce fardeau, ou bien des voix s'élèveront-elles dans les églises, dans les salons, dans les parlements, pour déclarer que le droit de l'Afrique à se nourrir de sa propre terre est sacré? Imaginez-vous à cette croisée des chemins. Si vous voyez un jeune dirigeant entouré de géants, passez-vous en silence ou avancez-vous pour vous tenir à ses côtés. S'ils disent que bâtir est une folie, les croyez-vous ou croyez-vous en la dignité de nourrir votre propre peuple? Le choix n'est pas abstrait, il est personnel, spirituel, moral. Les tambours de Kadogo résonnent encore au-delà du Burkina Faso. Ils ne demandent pas poliment, ils exigent une réponse. Marcherons-nous à leur rythme ou laisserons-nous le vacarme des géants les étouffer? ChatGPT d'Hanoï. À Kadogo, lorsque les machines se sont mises à gronder, le bruit s'est répandu dans les rues. Ce n'était pas le froid bourdonnement de l'industrie, c'était le battement de cœur d'un peuple longtemps privé du droit de se nourrir de sa propre terre. Ce soir-là, les familles se sont rassemblées devant leur maison. Et pour la première fois depuis des années, le repas sur la table avait une signification différente. Un bol de riz n'était pas seulement un dîner, c'était la dignité servie chaude. Imaginez une mère servant du riz dans les assiettes de ses enfants. Ils mangent sans savoir que l'an dernier, encore ce même grain aurait été rejeté remplacé par des importations estampillées de marques étrangères. Mais ce soir, il vient de leur propre terre, de leurs propres paysans, de leur propre usine. Dans son silence, il y a de la fierté. Elle sait que ses enfants ne grandiront pas en croyant que ce qui leur appartient est inférieur. Sur la place du village, les tambours se sont joints au festin. Les cordes de la kora vibraient doucement, des voix s'élevaient en de vieux chants jadis entonnés par les grands-parents. Les anciens s'adossaient, hochant la tête, murmurant des proverbes sur la récolte et l'espérance. Quand la marmite est solide, le village ne connaît pas la faim, dit l'un d'eux, sa voix tremblant sous le poids des années. Et à cet instant, le proverbe ressemblait moins à une sagesse qu'à une prophétie accomplie. À travers la diaspora, des scènes comme celle-ci ont réveillé de profonds souvenirs. Dans des sous-sols d'églises à Harlem, dans des mosquées à Bamako, dans des cuisines à Kingston, les familles parlaient de cette usine. Des vieillards se souvenaient de leurs parents, obligés d'acheter du riz étranger, alors même que leurs champs restaient fertiles. Des femmes évoquaient les marchés où les sacs importés étouffaient des produits locaux. Le feu de Kadogo n'était pas seulement pour le Burkina Faso. Il s'est répandu comme des étincelles invisibles, allumant des conversations partout où coulait encore le sang africain. Mais ne nous contentons pas de romantiser.
Ce feu brûle parce qu'il a été alimenté par des décennies de faim. Trop longtemps, notre jeunesse est restée oisive. Trop longtemps, les femmes ont porté des paniers de récoltes qu'elles ne pouvaient pas vendre. Trop longtemps, la diaspora a envoyé de l'argent par-delà les océans espérant remplir des ventres qui auraient dû être nourris par leur propre terre. Aujourd'hui, pour la première fois, l'équation change. Chaque emploi dans l'usine, chaque camion chargé de riz, chaque paquet scellé est une flamme de dignité. Pensez à un jeune homme nommé Oumar autrefois, prêt à risquer sa vie en traversant la Méditerranée pour trouver du travail. Il se tenait devant les grilles de l'usine tenant son premier salaire d'opérateur de machine. Il le regardait et disait « Je n'ai pas besoin de partir, je resterai. Mon avenir est ici. Voilà le feu du peuple. Il n'est pas seulement dans les machines, il est dans l'espoir que leurs enfants n'auront pas à quitter leur maison pour trouver la vie. Ce feu n'est pas caché. Il brille sur le visage des femmes comme Mariam qui ne vendent plus leur riz pour des miettes. Il éclaire les voix des enfants chantant dans des salles de classe construites grâce aux impôts issus de la nouvelle production. Il réchauffe l'esprit des anciens qui croyaient jadis que leur nation avait été oubliée. Il est visible, audible, indéniable. Mais c'est ici que vous entrez en jeu. Le feu ne se propage pas tout seul. Il se propage quand vous l'attisez. Il se propage lorsque des peuples sur le continent et dans la diaspora exigent que leurs dirigeants agissent. Si une usine à Kadogo peut transformer une nation où la prochaine devrait-elle s'élever, au Ghana où la jeunesse a soif d'opportunités, au Nigeria où des terres riches attendent encore, au Kenya où les paysans rêvent de prix équitables. Je veux que vous pensiez à votre propre nation, à votre propre famille, à vos propres enfants. Si vous pouviez placer ce feu entre leurs mains, où l'allumeriez-vous? Écrivez le nom de votre pays dans les commentaires. Écrivez-le non pas comme un simple mot, mais comme une déclaration. Car lorsque vous le nommez, vous le revendiquez. Et lorsque vous le revendiquez, vous en assumez la responsabilité. Le feu du peuple brûle. Il a commencé avec une femme et un leader, mais il nous appartient à tous. La question n'est pas de savoir s'il se propagera. La question est de savoir jusqu'où et à quelle vitesse. Et cela dépend de ce que vous choisirez de faire ce soir. ChatGPT d'Hanoï. Ce qui a commencé à Kadogo ne s'est pas arrêté à Kadogo. Le bourdonnement des machines Harry a franchi les frontières, porté non seulement par le commerce, mais aussi par l'imagination. À Nairobi, de jeunes militants brandissaient des images de l'usine et demandaient à leurs dirigeants pourquoi le Kenya, avec toutes ses vallées fertiles, dépensait encore des millions à importer du riz d'Asie. À Accra, des femmes de marché discutaient entre elles se demandant pourquoi le Ghana ne pouvait pas construire de telles usines pour nourrir son propre peuple. À Bamako et à Niamey, des anciens montraient les gros titres à leurs petits-enfants et disaient « Vous voyez, c'est possible. Le Burkina Faso a allumé la torche. Qui la portera ensuite ?» Mais tandis que les Africains ordinaires murmuraient l'espérance, les couloirs du pouvoir mondial murmuraient la peur. Au Fonds monétaire international à Washington, un rapport circulait discrètement. Son titre était simple « Risque de souveraineté en Afrique de l'Ouest ». À l'intérieur, il était écrit ce qu'aucune conférence de presse n'osait admettre. Si le Burkina Faso réussit à se nourrir lui-même, toute la structure des importations de riz qui rapporte plus de 8 milliards de dollars par an aux nations exportatrices s'effondrera. Le rapport avertissait que ce modèle pourrait se propager, menaçant les balances commerciales, perturbant les chaînes d'approvisionnement établies et affaiblissant le levier des institutions financières. En bref, le succès d'une petite nation n'était pas perçu comme un progrès mais comme une menace. N'est-ce pas là le grand paradoxe de notre époque? Quand l'Occident construit des usines, on appelle cela du développement. Quand l'Asie investit dans ses agriculteurs, on parle de force. Mais quand l'Afrique bâtit la plus grande usine de riz de son histoire, on l'accuse de déstabilisation. Pourquoi la force de l'Afrique doit-elle toujours être perçue comme le problème de quelqu'un d'autre? Pourquoi le fait que l'Afrique se nourrisse elle-même est-il traité comme plus dangereux que lorsque l'Afrique mendie de l'aide, la pression monta rapidement? Des envoyés commerciaux européens avertirent que le Burkina Faso risquait de violer des accords qu'il n'avait jamais réellement signés avec dignité. Des exportateurs de riz en Asie firent pression sur leur gouvernement pour protéger leur marché. Des diplomates américains laissèrent entendre que les programmes d'aide pourraient être révisés. Derrière ce langage poli se cachait un message clair arrêté avant que cela ne devienne contagieux. Pourtant, Ibrahim Traoré ne s'est pas arrêté. Il est retourné à l'usine, les caméras braquées sur lui, Mamounata à ses côtés. « Nous ne déstabilisons pas », dit-il fermement. « Nous stabilisons. Pour la première fois, nos paysans sauront que leur récolte ne pourrira pas. Pour la première fois, notre jeunesse travaillera avec des machines au lieu de voir son avenir s'éteindre à l'étranger. Pour la première fois, nos femmes n'entendront plus dire que le riz étranger est supérieur. Ce n'est pas l'instabilité, c'est la souveraineté. » La foule a rugi. Et au-delà de cette foule, l'Afrique a écouté. Au Sénégal, de jeunes agriculteurs se sont réunis dans des mairies, déclarant qu'eux aussi méritaient des machines pour polir leurs récoltes. Au Nigeria, des étudiants débattaient dans les universités de la possibilité de reproduire le modèle de Traoré dans leur région. En Afrique du Sud, des journalistes demandaient pourquoi le riz ne pouvait pas être cultivé à grande échelle sur place. L'usine de Kadogo était devenue plus qu'un assemblage de briques et de métal. Elle était devenue un miroir forçant chaque nation à se regarder et à se demander « Quelle excuse nous reste-t-il ?» Mais soyons réalistes. Les rêves n'avancent pas sans obstacle. La logistique est fragile. Les routes du Sahel se fissurent sous le poids des camions. Les infrastructures de stockage sont rares. Les marchés mondiaux sont impitoyables.
et des investisseurs étrangers pourraient chercher à casser les prix pour maintenir le Burkina Faso faible. Les représailles financières, s'ils ne sont pas une rumeur, mais une possibilité. Et la corruption, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait consumer le feu de l'intérieur. Voilà les défis qu'aucun slogan ne peut surmonter à lui seul. Alors, je m'adresse à vous non pas comme spectateur, mais comme participant. Si le Burkina Faso a osé se lever, quels obstacles voyez-vous qu'il doit surmonter? Est-ce le transport du riz des villages aux usines? Est-ce la capacité à trouver des marchés équitables? Est-ce le risque que des puissances étrangères s'abonnent ces efforts? Partagez vos réflexions, écrivez-les, dites-les. Ne nous contentons pas de célébrer, préparons-nous. Car les mouvements qui durent sont ceux qui affrontent leurs obstacles de face. L'éveil continental est là. Il est fragile, mais il est réel. La question n'est plus de savoir si le Burkina Faso peut se nourrir lui-même. La question est de savoir si l'Afrique suivra, si la diaspora soutiendra, si le feu de la souveraineté se propagera plus vite que les vents froids de la pression. À Kadogo, les tambours résonnent encore, mais désormais ils sont rejoints par des échos venus de Nairobi, d'Accra, de Bamako et de Lagos. C'est un cœur qui attend de s'amplifier. La seule question qui demeure est la suivante. Ajouterez-vous votre voix à ce cœur? L'histoire ne s'écrit pas dans le silence. Elle s'écrit dans le feu, dans le risque, dans les choix de gens ordinaires qui décident de se tenir debout avec dignité. Ce que nous avons vu à Kadogo n'est pas seulement le bourdonnement des machines polissant le riz. C'est le rugissement d'un continent qui dit assez. Et au centre de ce rugissement se tient Ibrahim Traoré, un dirigeant qui a choisi de marcher avec son peuple plutôt que de régner au-dessus de lui. Mais soyons clairs, ce n'est pas seulement son histoire. C'est votre histoire. C'est l'histoire d'une diaspora qui a porté l'Afrique dans ses prières et dans ses mémoires pendant des générations. C'est l'histoire des mères qui ont étiré une poignée de riz pour nourrir 6 enfants. C'est l'histoire des pères qui ont travaillé dans les champs en sachant que leur récolte n'apporterait jamais un prix juste. Et aujourd'hui, pour la première fois, c'est l'histoire d'un peuple qui décide de briser ce cycle, de reprendre ce qui lui a toujours appartenu. Le monde appelle cela une déstabilisation. Nous appelons cela une restauration. Le monde appelle cela de l'imprudence. Nous appelons cela de la justice. Et si le monde tremble parce que le Burkina Faso a choisi de se nourrir lui-même, alors peut-être est-il temps que le monde tremble. Car ce n'est que le début. Pensez à ce qui a déjà été accompli. Une femme qui a commencé avec 300 francs dirige désormais un empire qui transforme 400 tonnes de riz par jour. Un président autrefois sous-estimé commande désormais le respect et la crainte des institutions mondiales. Une nation autrefois méprisée comme faible se tient aujourd'hui comme porte-flambeau de l'Afrique. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un symbole, c'est un fait et il se déroule sous vos yeux. Vous regardez les dernières nouvelles du Burkina Faso, mais plus encore, vous êtes témoin de la naissance d'un nouveau chapitre de l'histoire africaine. Alors, je vous pose la question, laisserez-vous ce feu rester contenu à Kadogo? Ou l'emporterez-vous dans vos foyers, vos communautés, vos nations? Continuerez-vous à faire défiler l'écran? Ou vous lèverez-vous pour déclarer que vous n'accepterez plus le mensonge de la dépendance? Ce n'est pas une question pour les politiciens, seulement. C'est une question pour vous, pour moi, pour chaque personne qui revendique dans ses veines le sang de l'Afrique. Souvenez-vous de ceci, chaque bol de riz mangé dans la dignité est un acte de résistance. Chaque salaire donné à un jeune de Kadogo est une victoire contre le désespoir. Chaque camion transportant du riz burkinabé plutôt que des sacs étrangers est un coup porté contre l'exploitation. Et chaque voix qui s'élève dans la diaspora pour dire « Nous soutenons Ibrahim Traoré » est un bouclier contre les géants qui veulent en vol le réduire au silence. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici, non pas comme des spectateurs, mais comme des témoins. Vous qui regardez depuis Harlem, depuis Kingston, depuis Toronto, depuis Lagos, vous faites partie de cette histoire. Quand vous partagez cette vidéo, quand vous écrivez votre vérité en commentaire, vous attisez la flamme. Quand vous direz à vos petits-enfants que vous avez vu la renaissance de l'Afrique de vos propres yeux, vous porterez ce feu plus loin. Je vous invite donc maintenant. Prenez vos responsabilités. Écrivez dans les commentaires le nom d'un dirigeant que vous croyez devoir s'élever. Écrivez le nom d'un pays qui mérite sa propre usine. Écrivez le nom d'une femme dont le courage vous inspire. Car lorsque nous parlons, nous faisons plus que partager des opinions. Nous créons un mouvement. Et c'est le mouvement qui transforme les étincelles en incendie. Ne vous y trompez pas, il y aura des représailles. Des prêts pourront être suspendus des sanctions chuchotées de la propagande diffusée. Ils diront qu'Ibrahim Traoré est dangereux, radical, imprudente. Ils diront que le Burkina Faso ne peut pas durer. Mais vous et moi savons la vérité. Le seul danger est pour ceux qui profitent de la faiblesse de l'Afrique. Le seul acte radical est de nourrir ses enfants avec sa propre terre. La seule imprudence est d'accepter la faim alors que le sol est fertile. Alors que le monde dise ce qu'il veut. Nous nous dirons autre chose. Nous dirons que les dernières nouvelles du Burkina Faso ne concernent pas seulement une usine, mais un réveil continental. Nous dirons qu'Ibrahim Traoré n'est pas seul, car des millions se tiennent à ses côtés. Nous dirons que cette histoire n'est pas terminée, car le feu ne fait que commencer à se propager. Et en guise de conclusion, entendez cette vérité finale. Nous ne sommes pas à la fin. Nous sommes au commencement. Nous ne mendions pas. Nous construisons. Nous ne sommes pas silencieux. Nous chantons. Et nous n'avons pas peur. Les tambours de Kadogo résonnent, et leur écho atteint votre maison ce soir. La question est, laisserez-vous cet écho s'éteindre ou rejoindrez-vous le rythme? Restez avec nous, car le prochain chapitre n'attendra pas.
c'est la dignité, c'est la destinée, c'est l'histoire en marche. Et ce sont les dernières nouvelles du Burkina Faso, portées par le courage d'Ibrahim Traoré et par vous qui choisissez de vous lever.